Prends une boîte, n'importe laquelle, maintenant, vide-la. Enlève l'air, molécule par molécule. Enlève la poussière, la vapeur d'eau, les gaz rares qui traînent toujours quelque part. Enlève ensuite la lumière, chaque photon, jusqu'au dernier. Refroidis les parois jusqu'à un cheveu du zéro absolu, pour qu'elles cessent de rayonner. Enlève les neutrinos qui la traversent, les champs magnétiques, tout ce qui pourrait encore ressembler à quelque chose. Tu tiens maintenant entre tes mains le récipient le plus vide que les lois de la physique autorisent. Et pourtant, à l'intérieur, il reste quelque chose. Quelque chose qui possède une énergie, quelque chose qui pousse. Ce n'est pas une image poétique, ce n'est pas une façon de parler. C'est un fait mesuré, en laboratoire, avec des instruments de précision, et vérifié depuis presque 80 ans. Le vide n'est pas vide. Il bouillonne. Il exerce une pression sur des plaques de métal. Il modifie la couleur exacte de la lumière que les atomes émettent. Il change, de quelques millionièmes, la manière dont un électron tourne sur lui-même. Ce soir, on va faire quelque chose de très simple et de très vertigineux. On va regarder le néant de très près. Et on va découvrir que c'est l'objet le plus actif de tout l'univers. Les physiciens ont un nom pour ce résidu. L'énergie du point zéro, le plancher. Le minimum absolu que les champs qui remplissent l'espace ne peuvent jamais descendre en dessous, même quand on leur a tout retiré. Un champ, en physique quantique, ne sait pas rester parfaitement immobile. Il tremble, toujours. Ce n'est pas un défaut de nos appareils, ce n'est pas de la chaleur résiduelle, ce n'est pas du bruit électronique. C'est structurel. C'est ce que le monde fait quand on lui demande de ne rien faire du tout. Et ce tremblement de fond, on sait le mesurer avec une précision qui dépasse tout ce que la science a jamais atteint. Mais voilà où l'histoire devient franchement inquiétante. Quand on demande à la théorie quantique des champs, la théorie la plus précise que l'humanité ait jamais écrite, combien d'énergie contient 1 mètre cube de vide, elle répond par un nombre colossal. Quand on demande à l'univers lui-même, en mesurant la façon dont il s'étend, il répond par un nombre minuscule. Et l'écart entre les deux réponses n'est pas de 10%. Il n'est pas d'un facteur 1000. Il est d'environ 120 ordres de grandeur. Un 1 suivi de 120 zéros. C'est le pire désaccord entre théorie et expérience de toute l'histoire des sciences. On garde ce chiffre pour la fin, parce qu'il ne prend son sens qu'après le voyage. Et le voyage commence il y a 24 siècles, avec un philosophe grec qui a décrété que le vide était impossible, et dont l'interdit a tenu 2000 ans. Puis un élève de Galilée renverse un tube de mercure et fabrique, sans le vouloir, le premier vide de l'histoire. Puis un jeune homme malade envoie son beau-frère escalader un volcan d'Auvergne avec un baromètre. Le vide n'a jamais été une évidence. Il a fallu se battre, expérience après expérience, pour avoir le droit de dire qu'il existe. Ensuite, on ira voir les preuves. 2 plaques de métal, séparées d'1 millième de millimètre, que le vide pousse l'une contre l'autre. La prédiction date de 1948, la mesure propre de 1997. Un décalage minuscule dans le spectre de l'atome d'hydrogène, découvert en 1947, qui a forcé toute une génération de physiciens à réinventer leur théorie en une nuit. Et la valeur du magnétisme de l'électron, prédite et mesurée en accord sur 12 chiffres après la virgule. 12. C'est comme mesurer la distance entre Paris et New York à l'épaisseur d'un cheveu près. Et cette précision, elle vient entièrement du vide. On va aussi être honnête, et cette honnêteté va rendre l'histoire plus étrange, pas moins. Tu as sûrement entendu dire que le vide est rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent sans arrêt, comme des petites billes qui clignotent. Cette image est fausse. Pas exagérée, fausse. Les particules virtuelles ne sont pas des objets. Ce sont des lignes dans un calcul, des termes dans une série mathématique. Et pourtant, ce que l'image essaie maladroitement de décrire est bien réel, mesurable, et beaucoup plus profond que des billes clignotantes. On va démonter le mythe, puis te montrer ce qu'il cachait. Ensuite, on montera d'un cran, parce que le vide ne se contente pas de trembler, il fait des choses. Il donne leur masse aux particules élémentaires, par un champ qui remplit tout l'espace, et que le CERN a confirmé le 4 juillet 2012. Il fait s'évaporer les trous noirs, très lentement, sur des durées qui ridiculisent l'âge de l'univers. Il fait qu'un observateur en accélération violente voit une chaleur là où un observateur immobile ne voit rien du tout. Le vide n'est pas un décor, le vide est un acteur. Et selon qui le regarde, il ne raconte pas la même histoire. Et puis il y a l'échelle la plus grande de toutes. Si tu regardes le rayonnement fossile, cette lueur qui vient des premiers instants de l'univers, tu vois des taches.
des zones un peu plus chaudes, des zones un peu plus froides. Ces taches sont l'origine de toutes les galaxies existantes, y compris la nôtre. Et selon le scénario cosmologique le plus solide dont nous disposons, elles ne sont rien d'autre que des tremblements du vide, agrandis à la taille du ciel par une expansion démentielle. Tu es fait d'atomes qui se sont rassemblés autour de l'écho d'une fluctuation quantique. Aujourd'hui encore, le vide pousse. Depuis la fin des années 1990, on sait que l'expansion de l'univers accélère au lieu de ralentir. Quelque chose écarte les galaxies. Ce quelque chose représente environ 70% du contenu énergétique total du cosmos. Et le candidat le plus naturel pour l'expliquer, c'est précisément l'énergie du vide. Autrement dit, la substance dominante de l'univers pourrait bien être le néant lui-même. Le problème, c'est que quand on essaie de calculer combien elle devrait valoir, on obtient ce nombre monstrueux dont je t'ai parlé. Et personne, absolument personne, ne sait pourquoi. Ce sera notre point d'arrivée, la catastrophe du vide. Le moment où la physique la plus précise jamais construite se plante avec une ampleur inimaginable, et où les meilleurs esprits du domaine reconnaissent, noir sur blanc, qu'ils ne comprennent pas. J'aime cette histoire précisément pour ça. Parce qu'elle ne finit pas par une réponse triomphale, mais par un trou béant au milieu de nos connaissances. Un trou dont on connaît les dimensions exactes, ce qui est encore plus dérangeant. Et tout ce qu'on va voir avant ne sert qu'à une chose, te faire sentir la profondeur de ce trou. Alors installe-toi. On va prendre le temps, 1h30, sans raccourci, sans effet facile, sans inventer quoi que ce soit. Que de la physique consensuelle, avec les hypothèses clairement annoncées comme des hypothèses. Une seule question va nous tenir du début à la fin, et je te la pose maintenant pour qu'elle travaille en toi pendant tout le voyage. Si on retire absolument tout d'une région de l'espace, qu'est-ce qui reste exactement? Et pourquoi ce reste refuse-t-il de disparaître? Ce soir, tu vas entrer dans le néant, et tu n'en ressortiras pas en le voyant comme avant. Commençons par un fait bizarre. Pendant environ 2000 ans, en Europe, il était officiellement impossible de fabriquer du vide. Pas difficile, impossible, interdit par la nature elle-même. Cette idée porte un nom latin devenu célèbre, horror vacui, l'horreur du vide. La nature aurait une aversion, une répugnance active contre l'existence d'un espace où il n'y aurait rien. Et l'auteur de cette doctrine n'est pas un obscurantiste ni un charlatan. C'est Aristote, probablement l'esprit le plus systématique de l'Antiquité, dans le 4e livre de sa physique. Ce qui rend son verdict fascinant, c'est qu'il ne l'a pas décrété par caprice. Il l'a démontré, avec une logique serrée, à partir de sa propre conception du mouvement. Et pendant 20 siècles, personne n'a trouvé la faille. Il a fallu attendre un tube de verre et du mercure. Le raisonnement d'Aristote tient en 2 coups. Premier coup, pour lui, un objet qui se déplace est forcément ralenti par le milieu qu'il traverse. Plus le milieu est épais, plus l'objet est lent. Dans l'eau, une pierre tombe doucement. Dans l'air, plus vite. Donc, dans un milieu de résistance nulle, c'est-à-dire dans le vide, la pierre irait à vitesse infinie, ce qui est absurde. Second coup, dans un espace parfaitement vide, il n'existe aucune différence entre un endroit et un autre. Rien ne distingue le haut du bas, la droite de la gauche. Un objet placé là n'aurait aucune raison d'aller quelque part plutôt qu'ailleurs, ni même de s'arrêter. Le vide rendrait donc le mouvement à la fois infiniment rapide et totalement indéterminé. Conclusion, le vide ne peut pas exister. Il y avait pourtant une école adverse, et elle avait remarquablement raison. Un siècle avant Aristote, Leucippe et son élève Démocrite avaient proposé exactement l'inverse. Tout ce qui existe se réduit à des atomes indivisibles et à l'espace vide dans lequel ils se déplacent. Le vide n'était pas une absurdité, c'était la condition même du mouvement. Sans intervalle entre les choses, rien ne pourrait bouger, rien ne pourrait se séparer, rien ne pourrait se recomposer. Les atomistes ont donc fait du néant le partenaire indispensable de la matière. Mais ils ont perdu la bataille intellectuelle, écrasés par le prestige d'Aristote et, plus tard, par une théologie qui voyait dans l'horreur du vide un signe de la plénitude de la création. Il faudra 2 millénaires pour leur donner raison, et le vide qu'on leur rendra ne sera pas celui qu'ils imaginaient. L'histoire aurait pu rester une querelle de philosophes. Elle est devenue un problème d'ingénieurs. Au début du XVIIe siècle, les jardiniers et les fontainiers de Florence rencontrent une difficulté têtue avec leurs pompes aspirantes. Ces pompes fonctionnent parfaitement,
elles font monter l'eau des puits sans le moindre effort apparent. Mais elles refusent de la faire monter au-delà d'une certaine hauteur. Environ 10 mètres, invariablement. Peu importe la qualité du joint, la puissance du levier, l'ingéniosité du mécanisme, à 10 mètres, la colonne d'eau se casse et le vide s'installe dans le tuyau. Or, si la nature a horreur du vide, elle devrait aspirer l'eau à n'importe quelle hauteur. Cette limite têtue n'a aucun sens dans la doctrine officielle. C'est la première fissure sérieuse, et elle vient du terrain, pas de la métaphysique. Galilée s'est intéressé au problème. Dans ses discours de 1638, il mentionne cette limite des 10 mètres et propose une explication qui reste dans le cadre ancien. La nature aurait bien horreur du vide, mais avec une force finie, mesurable. Passé un certain poids, la colonne d'eau se déchire comme une corde trop chargée. C'est une réponse habile, mais c'est un compromis. Elle sauve la doctrine en lui coupant les jambes. Après la mort de Galilée en 1642, son dernier secrétaire, un mathématicien de 34 ans nommé Evangelista Torricelli, reprend la question par l'autre bout. Et il pose la bonne hypothèse, celle qui va tout renverser. Et si ce n'était pas le vide qui tirait l'eau vers le haut, mais l'air qui la poussait par en dessous? En 1643, Torricelli conçoit une expérience d'une élégance parfaite. Plutôt que de travailler avec 10 mètres d'eau, ce qui est ingérable dans une pièce, il utilise du mercure, 14 fois plus dense. Il remplit un tube de verre d'un peu plus d'1 mètre, le bouche, le retourne dans une cuvette de mercure, puis débouche. Le mercure descend, s'arrête et se stabilise à environ 76 cm. Au-dessus de la colonne, dans la partie supérieure du tube scellé, il ne reste rien. Pas d'air, il n'y en avait pas. Le tube était plein. Pas de mercure, il est redescendu. Cet espace, on l'appelle depuis le vide de Torricelli. C'est, à la connaissance de l'histoire, le premier vide durable jamais fabriqué par un être humain. Un interdit vieux de 2000 ans vient de tomber sur une paillasse. Mais le plus beau n'est pas l'espace vide. Le plus beau, c'est la phrase que Torricelli écrit à un correspondant pour expliquer ce qu'il vient de comprendre. Nous vivons submergés au fond d'un océan d'air élémentaire. Voilà le renversement total. L'air n'est pas rien, l'air pèse. Nous sommes des créatures des profondeurs, écrasées par une colonne d'atmosphère qui monte jusqu'aux étoiles. Et c'est ce poids qui pousse le mercure dans le tube. La nature n'a pas horreur du vide. La nature a du poids. 2000 ans de métaphysique viennent d'être remplacés par un bilan de force. Et si Torricelli a raison, alors sa colonne de mercure doit obéir à une prédiction très concrète. Elle devrait baisser si on la monte en altitude, là où il y a moins d'air au-dessus. Cette prédiction, un Français de 25 ans va la mettre à l'épreuve. Blaise Pascal, mathématicien précoce et de santé fragile, conçoit le protocole mais ne peut pas grimper lui-même. Il confie l'expérience à son beau-frère, Florin Périer, qui habite Clermont, au pied d'un volcan éteint, le Puy de Dôme. Le 19 septembre 1648, Périer part avec 2 baromètres identiques. Il en laisse un en bas, dans le jardin des Minimes, sous la surveillance d'un religieux chargé de relever la hauteur du mercure toute la journée. Il monte l'autre au sommet, environ 1000 mètres plus haut. Ce détail du témoin resté en bas est capital. C'est un contrôle expérimental, une variable de référence. En 1648, ce niveau de rigueur méthodologique est en avance sur son temps. Pascal ne cherche pas à convaincre, il cherche à ne pas se tromper. Au sommet, le mercure a baissé d'environ 8 cm. En bas, pendant ce temps, le baromètre témoin n'a pratiquement pas bougé de la journée. Périer refait la mesure plusieurs fois, à différents endroits du sommet, puis redescend et vérifie que la colonne remonte. Le résultat est net, reproductible, et il n'y a aucune échappatoire. La hauteur du mercure dépend de l'altitude, donc de la quantité d'air au-dessus, donc du poids de l'atmosphère. L'horreur du vide n'explique rien de tout cela. La pression atmosphérique explique tout. Pascal publie le récit de l'expérience, et il ajoute une remarque qui vaut méthode. Il ne faut pas croire une chose parce qu'un ancien l'a dite, mais parce que l'expérience l'a montrée. Le vide vient d'entrer dans la science. Restait à savoir ce qu'il y a dedans. 6 ans plus tard, un bourgmestre allemand transforme la démonstration en spectacle. Otto von Guericke, maire de Magdebourg et inventeur de la pompe à air, fait fabriquer 2 hémisphères de cuivre d'une 50aine de centimètres de diamètre, ajustés au millimètre. Il les assemble, pose un joint graissé et pompe l'air à l'intérieur. Puis, devant l'empereur et sa cour, il attelle 8 chevaux d'un côté et 8 chevaux de l'autre.
16 chevaux qui tirent de toute leur force sur une sphère que rien ne verrouille, que rien ne colle, que rien ne visse. Et la sphère tient. Elle tient parce que l'atmosphère la serre avec une force d'environ 2 tonnes. Puis, Guericke ouvre un robinet, l'air rentre en sifflant, et les deux moitiés se séparent toutes seules dans un fracas. La leçon est inoubliable. Robert Boyle, en Angleterre, reprend la pompe de Guericke avec l'aide d'un jeune assistant nommé Robert Hooke et fabrique un instrument bien meilleur. Dans sa cloche de verre, il place des bougies qui s'éteignent, des cloches qui deviennent silencieuses, des animaux qui suffoquent, des baromètres dont la colonne s'effondre. Chaque expérience arrache un morceau de l'ancienne physique. En 1662, il énonce la loi qui porte son nom. À température constante, le produit de la pression par le volume d'un gaz reste constant. Le vide n'est plus un scandale philosophique. C'est un outil de laboratoire, un état qu'on approche par degrés. Et à ce stade de l'histoire, tout le monde pense la même chose. Plus on pompe, plus on approche du néant absolu. Le vide, c'est simplement l'absence. Cette conviction va durer 2 siècles et demi. Alors arrêtons-nous une seconde sur ce qui vient de se passer, parce que c'est le schéma qui va se répéter tout le long de cette histoire. À chaque étape, l'humanité croit avoir compris ce qu'est le vide. À chaque étape, elle a raison sur le plan pratique et complètement à côté sur le plan profond. Aristote pensait que le vide était impossible. Torricelli en a fabriqué un. Torricelli et Pascal pensaient que le vide était l'absence d'air. C'était vrai, mais très incomplet. Le 19e siècle, lui, va se convaincre que le vide est plein d'une substance invisible, l'éther, et va se tromper dans l'autre sens. Puis le 20e siècle videra l'éther, croira enfin tenir le néant pur, et découvrira qu'il tremble. Chaque victoire ouvre une trappe sous nos pieds. Le 19e siècle commence avec une découverte magnifique et un problème gênant. La découverte, c'est que la lumière est une onde. Les expériences d'interférence de Thomas Young, puis les travaux d'Augustin Fresnel, ne laissent aucun doute. 2 faisceaux lumineux peuvent s'additionner ou s'annuler, exactement comme 2 vagues. Le problème, c'est que toutes les ondes connues à l'époque ont besoin d'un support pour se propager. Le son a besoin de l'air, et se tait dans le vide de la cloche de Boyle. Les vagues ont besoin de l'eau. Une onde, par définition, c'est une déformation qui voyage dans quelque chose. Or, la lumière du Soleil traverse 150 millions de kilomètres d'espace prétendument vide pour arriver jusqu'à nous. Donc, l'espace n'est pas vide. Donc, il y a quelque chose. Ce quelque chose, on l'appelle l'éther luminifère. En 1865, James Clerk Maxwell donne à cette intuition sa forme définitive. Ces équations unifient l'électricité et le magnétisme, et elles contiennent une surprise. Elles prédisent l'existence d'ondes électromagnétiques qui se propagent à une vitesse calculable à partir de 2 constantes mesurées au laboratoire. Cette vitesse tombe pile sur celle de la lumière. La lumière est donc une onde électromagnétique, et la théorie de Maxwell est, encore aujourd'hui, l'une des plus belles constructions de la physique. Mais elle laisse une question ouverte, et elle est massive. Cette vitesse, c'est une vitesse par rapport à quoi? Toutes les vitesses connues sont relatives à quelque chose. Pour les physiciens de l'époque, la réponse est évidente, par rapport à l'éther. L'éther devient donc le référentiel absolu de l'univers, le cadre immobile dans lequel tout se déplace. Il y a pourtant un détail qui aurait dû alerter. Pour transmettre la lumière telle qu'on l'observe, l'éther doit posséder des propriétés contradictoires jusqu'à l'absurde. La lumière est une onde transversale. Elle vibre perpendiculairement à sa direction de déplacement. Or, seuls les solides rigides transmettent ce type d'onde. Et vu la vitesse démentielle de la lumière, cette rigidité devrait dépasser de très loin celle de l'acier. L'éther doit donc être un solide plus dur que le métal. Mais en même temps, les planètes le traversent depuis des milliards d'années sans ralentir d'un cheveu. Il doit donc être parfaitement fluide, sans la moindre friction, sans masse détectable, totalement transparent. Un solide plus rigide que l'acier et plus insaisissable que le vide. Personne n'a jamais réussi à en faire un objet cohérent. Mais l'alternative, c'est-à-dire une onde sans support, paraissait encore plus impensable. En 1887, à Cleveland, 2 Américains décident de trancher expérimentalement. Albert Michelson et Edward Morley raisonnent ainsi. La Terre file autour du Soleil à environ 30 km par seconde. Si l'éther existe et qu'il est immobile, notre planète le traverse comme un bateau traverse l'eau, et il doit exister un vent d'éther. Un rayon de lumière lancé dans le sens du vent
et un rayon lancé perpendiculairement ne devrait donc pas mettre exactement le même temps pour parcourir la même distance. La différence est infime, mais un interféromètre peut la voir. On divise un faisceau en deux, on les envoie sur des bras perpendiculaires, on les recombine, et on regarde les franges d'interférence. Pour éliminer les vibrations, l'appareil repose sur un bloc de pierre flottant dans un bain de mercure, qu'on fait tourner lentement. Résultat, rien. Aucun décalage. Michelson et Morley tournent l'appareil dans toutes les orientations, refont les mesures à différents moments de l'année, quand la Terre va dans un sens, puis dans l'autre. Toujours rien. La sensibilité de l'instrument dépassait largement l'effet attendu. L'absence de signal n'est pas une limite technique, c'est un verdict. Michelson considérera longtemps cette expérience comme son grand échec personnel. C'est en réalité l'un des résultats négatifs les plus féconds de l'histoire des sciences. Les théoriciens tentent alors de sauver les terres par des rustines ingénieuses. George Fitzgerald, puis Hendrik Lorentz, proposent que les objets se contractent très légèrement dans le sens du mouvement, juste assez pour effacer le décalage. C'est mathématiquement correct, ça marche, et c'est profondément insatisfaisant. On invente une conspiration de la nature pour cacher les terres. En 1905, un employé du bureau des brevets de Berne coupe le nœud. Dans son article sur l'électrodynamique des corps en mouvement, Albert Einstein écrit noir sur blanc que l'introduction d'un éther luminifère se révélera superflue. Il ne réfute pas l'éther par une expérience, il montre qu'on n'en a pas besoin. Si on accepte deux postulats, à savoir que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme, et que la vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous, alors les contractions de Lorentz tombent toutes seules, comme conséquence, et non comme rustine. Il n'y a plus de référentiel absolu, il n'y a plus de milieu. La lumière n'ondule dans rien. Le champ électromagnétique est lui-même la chose qui ondule. L'éther est mort en un article. Et voilà, en 1905, l'humanité tient enfin ce qu'elle cherchait depuis Démocrite, un vide authentique. Pas d'air, pas de matière subtile, pas d'éther. Une scène nue sur laquelle les acteurs entrent et sortent. C'est net, c'est propre, c'est enfin cohérent. Ce triomphe va durer environ 20 ans. Parce qu'au même moment, dans les laboratoires d'Europe, une autre révolution est en train de mûrir. Et elle va faire quelque chose de bien plus retors que de ressusciter l'éther. Elle ne va pas remettre une substance dans le vide. Elle va montrer que le vide lui-même, ce vide parfaitement pur qu'on vient de conquérir, ne peut pas rester tranquille. Que sa tranquillité est mathématiquement interdite. Et cette fois, l'interdit ne viendra pas d'un philosophe. Il viendra d'une inégalité. En 1927, Werner Heisenberg publie un principe qui va devenir l'un des énoncés les plus célèbres et les plus mal compris du XXe siècle. Dans sa forme la plus connue, il dit ceci. Le produit de l'incertitude sur la position d'une particule et de l'incertitude sur sa quantité de mouvement ne peut pas descendre en dessous d'une valeur minimale fixée par la constante de Planck. Plus tu localises précisément un objet, plus sa vitesse devient floue, et réciproquement. La version populaire de cette idée est trompeuse. On dit souvent que c'est parce qu'en mesurant, on perturbe. C'est faux, ou du moins très insuffisant. L'incertitude n'est pas un défaut de nos instruments, c'est une propriété du monde. Une particule n'a pas simultanément une position et une vitesse parfaitement définies qu'on serait trop maladroit pour lire. Voici l'analogie la plus honnête. Prends une note de musique très brève, un claquement de doigts. Quelle est sa fréquence exacte? La question n'a pas de réponse précise. Et ce n'est pas parce que ton oreille est mauvaise. Un son très court ne contient pas une fréquence unique. Il contient nécessairement un mélange étalé de fréquences. Inversement, une note parfaitement pure doit durer très longtemps. Durée et fréquence sont liées par une contrainte mathématique inévitable, connue bien avant la physique quantique, dans la théorie des ondes. Le coup de génie du XXe siècle, c'est de comprendre que la matière obéit à la même mathématique. Position et quantité de mouvement, en mécanique quantique, sont reliés exactement comme durée et fréquence pour un son. L'incertitude n'est pas une ignorance, c'est la signature d'un monde fait d'ondes. Maintenant, applique ça à l'objet le plus simple qui soit, un ressort microscopique, ce que les physiciens appellent un oscillateur harmonique. Un objet qui oscille autour d'une position d'équilibre. En physique classique, cet oscillateur peut être parfaitement au repos. Il s'arrête pile au centre, avec une vitesse nulle, et son énergie vaut 0. En physique quantique, c'est impossible. Position parfaitement définie, plus vitesse parfaitement définie,
C'est exactement ce que l'inégalité de Heisenberg interdit. L'oscillateur ne peut donc jamais s'immobiliser complètement. Même à température nulle, même privé de toute source d'énergie, il conserve une agitation résiduelle. Le calcul donne une valeur précise. La moitié de la constante de Planck réduite multipliée par la pulsation. C'est ce qu'on appelle l'énergie du point zéro. Le repos absolu n'existe pas. Il faut rendre à Max Planck ce qui lui appartient. Cette idée d'énergie résiduelle apparaît chez lui dès 1911 et 1912, dans ce qu'on appelle sa seconde théorie du rayonnement, bien avant que la mécanique quantique moderne ne soit formulée. Planck cherchait à corriger sa propre théorie et y a introduit, presque à contre-cœur, un terme d'énergie subsistant à température nulle. À l'époque, l'idée semble être un artifice de calcul. La première confirmation expérimentale sérieuse arrive en 1924, quand le chimiste Robert Mulliken analyse le spectre du monoxyde de bore. En comparant deux variantes isotopiques de la molécule, il constate un décalage des raies qui n'a de sens que si la molécule conserve une vibration à l'état fondamental. L'énergie du point zéro n'est pas une astuce mathématique. Elle laisse des traces dans la lumière que la matière émet. Et il existe une manifestation encore plus spectaculaire que tu peux presque toucher. L'hélium liquide refroidit n'importe quel corps assez près du zéro absolu et il finit par se solidifier. Ces atomes s'immobilisent dans un réseau. L'hélium, lui, refuse. Sous pression atmosphérique normale, tu peux descendre à 1 millième de degré au-dessus du zéro absolu. Il reste liquide, éternellement. Pour le forcer à cristalliser, il faut lui appliquer une pression d'environ 25 atmosphères. La raison est directement l'énergie du point zéro. Les atomes d'hélium sont si légers et leur liaison si faible que leur agitation quantique irréductible suffit à empêcher le réseau cristallin de tenir. Ils se secouent eux-mêmes hors de leur propre solide. C'est de l'énergie du point zéro visible dans un vase de Dewar, dans un laboratoire ordinaire. Passons maintenant du petit ressort à l'univers entier, parce que c'est là que tout bascule. Dans la théorie quantique des champs, la façon moderne de décrire la nature, il n'y a pas d'abord des particules qui se promènent dans l'espace. Il y a d'abord des champs, étalés partout, à chaque point du cosmos. Un champ électromagnétique, un champ électronique, un champ pour chaque espèce de particule. Ce que nous appelons une particule n'est qu'une excitation localisée de son champ, un paquet d'énergie, une ride qui se propage. Or, mathématiquement, un champ se décompose en une infinité de modes de vibration. Un peu comme le son d'une corde se décompose en une fondamentale et ses harmoniques. Et chacun de ces modes se comporte exactement comme l'oscillateur harmonique de tout à l'heure. Tu vois immédiatement où ça mène. Si chaque mode est un oscillateur, et si aucun oscillateur ne peut être parfaitement au repos, alors aucun mode du champ électromagnétique ne peut être parfaitement au repos, y compris quand il n'y a aucun photon. Définissons proprement le mot vide, parce que c'est le cœur du sujet. En théorie quantique des champs, le vide est l'état d'énergie minimale, l'état dans lequel il n'y a zéro particule de quoi que ce soit. C'est bien un état sans particules. Mais ce n'est pas un état sans propriété. Si tu mesures la valeur moyenne du champ électrique dans ce vide, tu trouves exactement zéro. Si tu mesures la moyenne de son carré, autrement dit sa dispersion, tu trouves une valeur non nulle. Moyenne nulle, fluctuation non nulle. Cette distinction est toute l'histoire. Maintenant, fais l'addition. Chaque mode apporte sa petite énergie du point zéro. Combien y a-t-il de modes? En principe, une infinité, parce qu'il n'y a aucune limite supérieure à la fréquence qu'une onde peut avoir. Des ondes de plus en plus courtes, de plus en plus énergétiques, sans fin. Additionne une quantité finie, une infinité de fois, et tu obtiens l'infini. La théorie, prise au pied de la lettre, prédit donc que le moindre centimètre cube de vide contient une énergie infinie. Ce n'est manifestement pas ce qu'on observe, sinon l'univers se serait replié sur lui-même il y a très longtemps. C'est la première rencontre de la physique du XXe siècle avec l'infini de trop. Et la manière dont les physiciens ont contourné le problème est à la fois brillante et, il faut le dire, un peu embarrassante. L'échappatoire tient en une remarque de bon sens. Dans presque toute la physique, seules les différences d'énergie comptent. Quand tu montes un escalier, ce qui détermine ton effort, c'est la différence de hauteur entre le bas et le haut, pas l'altitude absolue de l'immeuble par rapport au centre de la Terre. En théorie des champs, on fait pareil. On décrète que l'énergie du vide est le nouveau zéro. On soustrait ce fond infini une fois pour toutes,
et on mesure tout le reste par rapport à lui. Techniquement, on appelle ça l'ordre normal. Ça fonctionne parfaitement. Toutes les prédictions redeviennent finies et d'une exactitude stupéfiante. Mais garde bien cette phrase en tête pour la fin du voyage, parce qu'elle contient la bombe. Il existe une seule force dans la nature qui refuse cet arrangement, et c'est la gravité. Il faut maintenant parler de la relation d'incertitude entre énergie et temps, parce qu'elle est partout dans la vulgarisation et qu'elle est presque toujours mal présentée. Contrairement à la position et à la quantité de mouvement, le temps n'est pas une grandeur qu'on mesure sur un système en mécanique quantique. C'est un paramètre extérieur, pas un opérateur. La relation entre énergie et temps est donc d'une nature différente, et sa signification correcte est celle-ci. Un état qui ne dure pas longtemps ne peut pas avoir une énergie parfaitement définie. Ce n'est pas une spéculation, c'est mesuré tous les jours. Un atome excité qui se désexcite très vite émet une raie spectrale large. Un état qui vit longtemps émet une raie fine. Largeur de raie et durée de vie sont inversement proportionnelles. C'est un fait de laboratoire, banal et solide. De cette relation est née l'image la plus répandue de tout notre sujet. Le vide emprunterait de l'énergie pendant un temps très bref, juste assez pour faire apparaître une paire de particules, qui se rembourserait aussitôt en disparaissant. Plus l'emprunt est gros, plus il doit être court. C'est joli, c'est mémorable, et c'est ce que raconte à peu près tout documentaire sur la question. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que dit la théorie. L'énergie, en physique quantique, se conserve rigoureusement. Il n'y a pas de banque cosmique qui accorde des découvertes. Ce que cette métaphore essaie de traduire, c'est autre chose, quelque chose de plus abstrait et de plus intéressant. Alors, démontons-la proprement, parce qu'une fois qu'on l'a démontée, ce qui reste est nettement plus vertigineux que des billes qui clignotent. Pour comprendre d'où viennent les particules virtuelles, il faut comprendre comment on calcule concrètement en théorie quantique des champs. Les équations exactes sont, dans la quasi-totalité des cas, impossibles à résoudre. Les physiciens utilisent donc une méthode d'approximation appelée théorie des perturbations. Le principe est simple, et tu l'as peut-être déjà croisé en mathématiques. On écrit la réponse comme une somme infinie de termes de plus en plus petits. Le premier terme donne l'essentiel, le deuxième, une petite correction, le troisième, une correction de la correction, et ainsi de suite. Tant que le paramètre de développement est petit, la série converge assez vite pour être utile. En électrodynamique quantique, ce paramètre vaut environ un 137e. Chaque terme supplémentaire est donc plus de 100 fois plus petit que le précédent. C'est ce qui rend la théorie si redoutablement précise. À la fin des années 1940, Richard Feynman invente une méthode graphique pour organiser ces termes, et elle va changer la façon dont les physiciens pensent. Chaque terme de la série se dessine sous forme de petits schémas. Des lignes qui entrent, des lignes qui sortent, des points où elles se rencontrent, et des lignes internes qui relient ces points entre eux. Le diagramme n'est pas une photographie de ce qui se passe. C'est un aide-mémoire graphique, une recette pour écrire une intégrale mathématique précise. Chaque élément du dessin correspond à un facteur dans le calcul. Les diagrammes de Feynman sont peut-être l'outil de comptabilité le plus efficace jamais inventé en physique. Mais ce sont des outils de comptabilité. Et les fameuses particules virtuelles, ce sont exactement ces lignes internes. Rien de plus, rien de moins. Et ces lignes internes ont une propriété qui règle définitivement la question. Toute particule réelle, observable, détectable, obéit à une relation stricte entre son énergie, sa quantité de mouvement et sa masse. C'est la relation d'Einstein, et elle n'est jamais violée. Les lignes internes des diagrammes, elles, ne la respectent pas. On dit qu'elles sont hors couche de masse. Un photon virtuel peut avoir une masse effective non nulle. Un électron virtuel peut avoir une énergie qui ne correspond à aucun électron possible. Ce ne sont pas des particules bizarres. Ce ne sont pas des particules du tout. Ce sont des variables d'intégration, des indices sur lesquels on somme. Leur demander où elles se trouvent ou combien de temps elles vivent, c'est comme demander la couleur d'un nombre. La question est mal posée. Il y a un argument encore plus définitif, et il est très rarement raconté. Le nombre et la nature des particules virtuelles qui apparaissent dans un calcul dépendent des choix qu'on fait avant de calculer. Change de jauge, c'est-à-dire de convention mathématique pour décrire le champ électromagnétique, et le contenu des diagrammes change. Change de schéma de calcul, et il change encore.
Utilise une méthode non perturbative, comme les simulations sur réseau qui font tourner la chromodynamique quantique sur des supercalculateurs, et les particules virtuelles disparaissent purement et simplement du formalisme, alors que les résultats physiques, eux, restent identiques. Une entité dont l'existence dépend de ta convention d'écriture et qui s'évapore quand tu changes de méthode n'est pas un objet du monde. C'est un artefact de la méthode. La conclusion est nette et elle est consensuelle chez les théoriciens. Alors, est-ce que ça veut dire que le vide est finalement calme et que toute cette histoire de bouillonnement est une légende de vulgarisateur? Non. Et c'est ici que le démenti devient un gancho plus grand. Ce qui est faux, c'est l'image des petites billes. Ce qui est parfaitement réel, mesuré et bien plus étrange, c'est que les champs quantiques dans leur état de vide possèdent des fluctuations statistiques irréductibles. Le champ électrique en un point n'a pas de valeur nette. Il a une distribution de valeurs possibles, de moyenne nulle et de dispersion non nulle. Ces fluctuations sont corrélées d'un point à l'autre de l'espace, et ces corrélations ont une structure mathématique précise et calculable. Le vide n'est pas peuplé. Le vide est structuré. Ce n'est pas une foule, c'est une texture. Retiens bien cette formulation, parce qu'elle va nous servir de fil rouge pour tout le reste du voyage. Le vide quantique n'est pas un contenant plein de choses. C'est un état d'un système physique, l'état d'énergie la plus basse, et cet état possède des propriétés mesurables. De la même façon qu'un morceau de fer aimanté et un morceau de fer non aimanté sont faits des mêmes atomes, mais se trouvent dans des états différents, avec des propriétés différentes. Le vide a une énergie, il a une structure de corrélation, il peut avoir une tension, il peut même contenir des condensats. Et tout ce que nous allons voir maintenant, les plaques de Casimir, le décalage de Lamb, le magnétisme de l'électron, le champ de Higgs, ce sont les empreintes que cet état laisse dans le monde mesurable. Commençons par un effet dont le nom sonne comme une contradiction, la polarisation du vide. Polarisé, en physique, c'est ce qui arrive à un matériau isolant qu'on place dans un champ électrique. Les charges positives et négatives de chaque molécule se décalent très légèrement en sens opposé, et le matériau tout entier développe un champ interne qui s'oppose partiellement au champ imposé. C'est pour ça qu'une charge électrique plongée dans l'eau paraît plus faible que la même charge dans l'air. L'eau l'écrante. Cet effet est classique, banal, on le mesure depuis le 19e siècle. La question qui hérisse, c'est celle-ci. Que se passe-t-il quand on plonge une charge électrique, non pas dans l'eau, mais dans le vide le plus parfait possible? La réponse expérimentale est qu'il se passe la même chose. En plus faible, mais la même chose. Formulée avec les précautions qu'on vient de poser, la chose se dit ainsi. La présence d'une charge électrique modifie l'état du vide autour d'elle. Le champ électronique, qui remplit l'espace, se réarrange en réponse. Le résultat net est que la charge apparaît partiellement masquée à distance et qu'elle apparaît de plus en plus forte à mesure qu'on s'approche. Dans le langage imagé des diagrammes, on dit que le photon échangé se transforme brièvement en une paire électron-positron. Et tu sais maintenant que ce langage décrit des lignes internes de calcul, pas des créatures. Mais la conséquence physique, elle, est parfaitement concrète et ne dépend d'aucune image. La force électrique entre deux charges ne suit pas exactement la loi en 1 sur la distance au carré. Elle dévie, et la déviation est calculable. Ce qui donne un résultat magnifiquement contre-intuitif. La charge de l'électron n'est pas une constante. Elle dépend de l'échelle à laquelle on la sonde. Le fameux nombre 1/137e, la constante de structure fine, qui mesure l'intensité de l'interaction électromagnétique, vaut environ 1 divisé par 137,036 quand on la mesure à basse énergie, dans les expériences d'atomes ordinaires. Mais quand on la mesure lors de collisions violentes, à l'énergie de masse du boson Z, autour de 91 gigaélectronvolts, elle vaut environ 1 divisé par 128. L'interaction électromagnétique est plus forte quand on regarde de plus près. Les physiciens disent que la constante court. Ce n'est pas une extrapolation théorique, c'est un résultat mesuré au grand collisionneur électron-positron du CERN dans les années 1990. Prends un instant pour mesurer ce que ça implique. Une des constantes fondamentales de la nature, celle qui détermine la couleur des flammes, la solidité des molécules, la chimie de ton propre corps, n'a pas une valeur unique. Elle a une valeur qui dépend de la finesse avec laquelle tu regardes. Et la raison de cette dépendance, c'est la réaction du vide à la présence de la charge. Autrement dit,
Quand tu mesures la charge de l'électron dans une expérience de laboratoire ordinaire, tu ne mesures pas l'électron seul. Tu mesures l'électron habillé par l'état du vide qui l'entoure. Il n'existe aucun moyen expérimental de séparer les deux. L'électron nu, dépouillé de son vide, n'est pas un objet observable. C'est peut-être la façon la plus directe de sentir à quel point le néant participe à ce que nous appelons la matière. Et il y a un rebondissement, parce que la nature n'a pas voulu faire simple. Pour l'interaction forte, celle qui tient les quarks ensemble à l'intérieur des protons, l'effet du vide est exactement inversé. Au lieu d'écranter la charge de couleur, le vide l'amplifie à distance. Résultat, plus tu écartes deux quarks, plus l'interaction devient forte, et plus tu les rapproches, plus elle devient faible. C'est la liberté asymptotique, découverte en 1973 par David Gross, Frank Wilczek et David Politzer, qui recevront le Nobel en 2004 pour ça. C'est aussi la raison profonde pour laquelle on n'a jamais observé un quark isolé. Les arracher coûte tellement d'énergie qu'on fabrique de nouvelles particules avant d'y parvenir. Le comportement du vide décide de la structure même de la matière ordinaire. Récapitulons où nous en sommes, parce qu'on vient de franchir une marche importante. Nous savons désormais trois choses. 1. Le vide, défini rigoureusement comme l'état d'énergie minimale, contient zéro particule, mais possède des fluctuations irréductibles. 2. Les particules virtuelles ne sont pas des objets, ce sont des termes de calcul, et l'image des billes clignotantes est à jeter. 3. Malgré ça, l'état du vide a des conséquences mesurables, comme la variation de la constante de structure fine avec l'énergie. Nous avons donc une théorie, une correction de l'image populaire, et un premier indice expérimental. Ce qu'il nous manque, c'est la preuve massive. La mesure qui a forcé la communauté des physiciens à admettre que le vide fait quelque chose. Cette mesure existe, elle date de 1947, et elle a déclenché la plus grande révolution théorique de l'après-guerre. Il faut d'abord comprendre pourquoi ce résultat était si explosif. En 1928, Paul Dirac avait écrit l'équation qui décrit l'électron en tenant compte de la relativité, et c'est un chef-d'œuvre. Elle prédit spontanément le spin de l'électron, elle prédit l'existence de l'antimatière, découverte 4 ans plus tard, et elle donne le spectre de l'atome d'hydrogène avec une précision remarquable. Parmi ces prédictions, il y en a une très nette. Dans l'atome d'hydrogène, deux états particuliers, que les spécialistes appellent 2s1,5 et 2p1,5, doivent avoir exactement la même énergie, rigoureusement la même. Ce ne sont pas des états proches par accident. L'équation impose leur égalité par symétrie. Si un jour quelqu'un mesure une différence entre eux, c'est que la théorie est incomplète. Willis Lamb, professeur à l'Université Columbia, sort de la guerre avec un avantage décisif. Il a passé des années à travailler sur les micro-ondes pour le radar. Toute une technologie de précision, développée pour détecter des bombardiers, se retrouve soudain disponible pour la physique fondamentale. Lamb comprend que si l'écart entre ces deux niveaux existe, il doit être minuscule, situé dans le domaine des micro-ondes et donc invisible aux méthodes optiques classiques, mais parfaitement accessible aux techniques du radar. Avec son étudiant Robert Rutherford, il monte une expérience redoutable. Un faisceau d'atomes d'hydrogène, préparé dans un état excité de longue durée de vie, exposé à un champ micro-ondes de fréquence variable, avec un détecteur qui compte les atomes survivants. Si les niveaux sont séparés, à une fréquence précise, le faisceau va s'effondrer. Le 26 avril 1947, le signal apparaît. Les deux niveaux ne sont pas dégénérés. Ils sont séparés par un écart correspondant à environ 1000 millions de cycles par seconde, soit à peu près 1 GHz, ce qu'on appelle depuis le décalage de Lamb. En valeur relative, c'est ridiculement petit, environ 1 millionième de l'énergie de liaison de l'atome. Mais en physique fondamentale, 1 millionième mesuré proprement vaut tous les discours du monde. L'équation de Dirac, l'un des plus grands succès théoriques du siècle, se trompe. Pas beaucoup, mais elle se trompe, et de façon reproductible. Quelque chose déplace le niveau d'énergie de l'électron, quelque chose qui n'est pas dans l'équation, quelque chose qui agit sur un électron seul, dans un atome isolé, dans une enceinte vidée. Il ne reste pas beaucoup de suspects. Le timing est presque romanesque. Du 2 au 4 juin 1947, une petite conférence se tient à l'auberge du Ram's Head, sur Shelter Island, une île discrète au large de Long Island. Une vingtaine de physiciens seulement, mais quelle vingtaine! Robert Oppenheimer préside, Hans Bethe, Richard Feynman,
Julian Schwinger, Hendrik Kramers, Isidor Rabi, Victor Weisskopf, John von Neumann, John Wheeler. Beaucoup sortent tout juste du projet Manhattan et retrouvent enfin la physique désintéressée. Lamb ouvre la conférence en présentant son résultat. Rabi enchaîne avec une autre anomalie, mesurée avec son collègue Polycarpe Couche. Le magnétisme de l'électron n'est pas exactement celui que prédit Dirac non plus. Deux anomalies indépendantes, minuscules, mesurées séparément, qui pointent dans la même direction. La salle comprend immédiatement que quelque chose de majeur vient de s'ouvrir. Ce qui se passe ensuite est devenu une légende, et la légende est vraie. Hans Bethe reprend le train pour Schenectady, où il consulte pour General Electric. Pendant le trajet, sur ses genoux, il fait le calcul. L'idée est celle-ci. L'électron interagit en permanence avec le champ électromagnétique, y compris dans son état de vide. Et cette interaction déplace son énergie. Le calcul brut donne l'infini, comme d'habitude. Mais Bethe fait un pas décisif. Il remarque que cet infini est déjà présent dans l'électron libre, et qu'il est donc déjà inclus dans la masse qu'on mesure au laboratoire. Ce qui compte physiquement, c'est la différence entre l'électron lié dans l'atome et l'électron libre. Il soustrait, coupe l'intégrale à l'énergie de masse de l'électron et obtient environ 1040 MHz. La mesure disait 1057. Un calcul non relativiste, approximatif, fait dans un train qui tombe à quelques pourcents d'une mesure de précision. En physique, ce genre de coïncidence ne se produit pas par hasard. Le mécanisme est le bon. Et le geste de Bethe, absorber un infini dans une quantité mesurée, va devenir la clé de voûte de toute la physique théorique moderne, sous le nom de renormalisation. L'idée mérite d'être bien comprise, parce qu'elle est souvent caricaturée en tour de passe-passe. Ce n'est pas le cas. Le message profond de la renormalisation est que les paramètres qui apparaissent dans les équations, la masse nue, la charge nue, ne sont pas des grandeurs observables. Ce qu'on mesure, c'est toujours la particule accompagnée de son environnement de vide. On ne triche pas avec l'infini. On cesse de poser une question qui n'a pas de sens physique. Les 2 années qui suivent Shelter Island sont l'un des sprints les plus intenses de l'histoire de la physique. Julian Schwinger, à Harvard, construit une version relativiste complète et rigoureuse du calcul, d'une lourdeur formelle intimidante. Richard Feynman, à Cornell, développe son approche par diagramme, radicalement plus intuitive, que presque personne ne comprend au début. Et au Japon, isolé par la guerre et travaillant dans un pays en ruine, Shinichiro Tomonaga était arrivé indépendamment à des résultats équivalents dès 1943. En 1949, un jeune Britannique de 25 ans, Freeman Dyson, démontre que les 3 formalismes sont mathématiquement équivalents et transforme la collection de recettes en théorie unifiée. Ce sera l'électrodynamique quantique. Schwinger, Tomonaga et Feynman recevront le prix Nobel en 1965. Dyson, injustement, ne l'aura jamais. Un détail technique mérite d'être mentionné, parce qu'il est souvent escamoté. Le décalage de Lamb n'est pas dû à un seul phénomène, mais à plusieurs contributions qui s'additionnent. La plus grosse de loin vient de ce qu'on appelle l'auto-énergie de l'électron. L'électron interagit avec le champ électromagnétique qu'il crée lui-même, et cette interaction déplace son niveau vers le haut d'environ 1000 MHz. La polarisation du vide, dont on parlait tout à l'heure, contribue aussi, mais dans l'autre sens et beaucoup plus faiblement, environ moins 27 MHz. Cette petite contribution négative est essentielle, parce que sans elle, l'accord ne tient pas. Aujourd'hui, le décalage de Lamb est calculé et mesuré avec une précision qui atteint plusieurs chiffres significatifs, et c'est l'un des tests les plus sévères de toute la théorie. Passons maintenant à ce qui est, sans exagération, le sommet de la précision scientifique humaine. Un électron possède un moment magnétique. Il se comporte comme un minuscule aimant. L'intensité de cet aimant est reliée à son spin par un nombre sans dimension appelé le facteur G. L'équation de Dirac, en 1928, prédit une valeur d'une simplicité magnifique. G égale exactement 2. Pas 2, quelque chose. 2. Et pendant 20 ans, les mesures, encore grossières, confirment. Puis en 1947, avec les techniques de radiofréquence héritées du radar, Polycarpe Couche et Henry Foley mesurent le facteur G avec une précision inédite. Il ne vaut pas 2, il vaut environ 2,0023, un écart d'1 millième. C'est l'anomalie du moment magnétique de l'électron. Julian Schwinger s'attaque au problème.
et, en 1948, sort un résultat d'une élégance qui coupe le souffle. Il calcule la première correction due à l'interaction de l'électron avec le champ électromagnétique quantifié. Et il trouve que l'écart au chiffre 2 vaut la constante de structure fine divisée par 2 fois pi, une formule tenant sur une ligne. Numériquement, ça donne environ 0,00116. La mesure de Couch et Follet donnait 0,00119. Accord immédiat à quelques pourcents avec une formule sans aucun paramètre ajustable. Schwinger était si fier de ce résultat qu'il l'a fait graver sur sa pierre tombale. Et c'est mérité. C'est la première fois qu'on calcule à partir de zéro un effet du vide sur une propriété fondamentale de la matière, et qu'on tombe juste. Depuis, on n'a jamais arrêté. Le calcul de Schwinger correspond au premier terme de la série. Les physiciens ont ensuite calculé le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Chaque ordre supplémentaire multiplie le nombre de diagrammes de façon vertigineuse. 7 diagrammes au deuxième ordre, 72 au troisième, 891 au quatrième et plus de 12 000 au cinquième. Ce cinquième ordre a été mené à bien par l'équipe de Toichiro Kinoshita, avec des années de calcul numérique sur supercalculateur. Il a fallu aussi ajouter les contributions des autres interactions, la force faible et la force forte, minuscules mais nécessaires à ce niveau de précision. Le résultat théorique est aujourd'hui connu avec une douzaine de chiffres significatifs. C'est le calcul le plus lourd jamais mené en physique des particules. Côté expérimental, la progression est tout aussi acharnée. La technique la plus fine consiste à piéger un unique électron dans un dispositif appelé piège de Penning, refroidi à quelques centièmes de degré au-dessus du zéro absolu, et à mesurer avec un soin maniaque 2 fréquences, celle de sa rotation orbitale dans le champ magnétique et celle de son spin. Le rapport des deux donne le facteur G. L'équipe de Gerald Gabriels, à Harvard puis à Northwestern, a poussé cette méthode pendant des décennies. La mesure publiée en 2023 donne l'anomalie de l'électron avec une incertitude relative de l'ordre du dixième de partie par 1000 milliards. Un électron unique, isolé, mesuré pendant des mois dans une bouteille magnétique. C'est la mesure la plus précise jamais réalisée sur une propriété d'une particule élémentaire. Et maintenant, le moment que je préfère. Le nombre calculé et le nombre mesuré coïncident sur environ 12 chiffres après la virgule. Essayons de rendre ça palpable. 12 chiffres de précision, c'est mesurer la distance entre Paris et New York, environ 5800 km, avec une erreur de l'épaisseur d'un cheveu humain. C'est peser une baleine bleue et connaître le résultat au grain de sable près. Aucune autre théorie scientifique, dans aucun domaine, n'atteint ce niveau d'accord entre prédiction et observation. Et je veux que tu retiennes d'où vient cette précision. Elle ne vient pas de l'électron seul. L'électron seul donnerait exactement 2. Toute la précision, jusqu'au 12e chiffre, décrit l'interaction de l'électron avec le vide qui l'entoure. Le triomphe absolu de la physique est une mesure du néant. Sois honnête 5 secondes, me diras-tu. Rien ne cloche vraiment? Si, et c'est fascinant. D'abord, la limite de précision n'est plus le calcul ni la mesure de l'électron. C'est la connaissance de la constante de structure fine elle-même, qu'il faut déterminer par d'autres expériences pour pouvoir comparer. Ensuite, le cousin lourd de l'électron, le muon, a longtemps semblé désobéir. Son anomalie magnétique, mesurée avec une précision extrême au Fermilab près de Chicago, ne collait pas avec la prédiction théorique. Pendant des années, on a espéré une fissure dans le modèle standard. La suite est instructive. Le désaccord s'est en grande partie déplacé vers un conflit entre deux méthodes différentes de calculer la contribution des quarks. Le dossier reste ouvert, mais ce n'est plus une révolution annoncée. C'est de la physique en train de se faire. Changeons complètement de registre. Jusqu'ici, les effets du vide se voyaient dans des spectres et des fréquences, des choses abstraites. Maintenant, on va parler d'une force, d'une poussée mécanique, sur des objets qu'on peut tenir dans la main. L'histoire commence chez Philips, aux Pays-Bas, à la fin des années 1940. Hendrik Casimir, physicien théoricien, employé par l'industriel, travaille sur un problème très terre-à-terre, la stabilité des suspensions colloïdales, ces liquides laiteux dans lesquels des particules restent en suspension sans se déposer. Ce type de recherche intéresse Philips pour ses procédés. Casimir et son collègue Dirk Polder calculent les forces entre particules neutres à grande distance et découvrent que les formules classiques de Van der Waals doivent être corrigées quand la distance devient grande.
Le calcul est correct mais laid, plein de termes qui se compensent. Casimir en parle à Niels Bohr lors d'une promenade. Et Bohr lâche une remarque presque désinvolte. Ça doit avoir quelque chose à voir avec l'énergie du point zéro. Cette phrase change tout. Casimir refait le calcul dans ce langage et obtient en 1948 une formule d'une simplicité stupéfiante. 2 plaques métalliques parfaitement conductrices, parallèles, dans le vide absolu, à température nulle, sans aucune charge électrique, s'attirent. La force par unité de surface ne dépend que de 3 choses. La constante de Planck, la vitesse de la lumière et la distance entre les plaques élevée à la puissance 4. Aucune propriété du matériau n'apparaît. Aucun paramètre libre. C'est une prédiction pure. Et elle est tombée d'une conversation entre 2 hommes qui marchaient. Voici l'image intuitive, et je vais te prévenir tout de suite qu'elle est utile mais discutable. Entre 2 plaques conductrices, le champ électromagnétique ne peut pas vibrer n'importe comment. Il doit s'annuler à la surface des métaux. Exactement comme une corde de guitare fixée à ses 2 extrémités ne peut vibrer que sur certaines notes. Seuls certains modes tiennent entre les plaques. À l'extérieur, en revanche, tous les modes sont permis, sans restriction. Il y a donc plus de vibrations du vide dehors que dedans. Ce déséquilibre se traduit par une pression nette qui pousse les plaques l'une vers l'autre. Le vide est plus dense à l'extérieur qu'à l'intérieur, et il serre. C'est une belle image, elle est pédagogiquement efficace, et on va voir dans un instant pourquoi il faut la manier avec précaution. Regardons les ordres de grandeur, parce qu'ils expliquent pourquoi il a fallu près de 50 ans pour mesurer proprement cet effet. À 1 micromètre d'écart, c'est-à-dire 1 millième de millimètre, environ 100 fois plus fin qu'un cheveu, la pression de Casimir vaut à peu près 1 millipascal. 1 millipascal, c'est 100 millions de fois plus faible que la pression atmosphérique. Autant dire rien. Mais la dépendance en puissance 4 de la distance est brutale. Divise l'écart par 10 et la force est multipliée par 10 000. À 10 nanomètres, une distance qui reste accessible en nanotechnologie, la pression de Casimir atteint l'ordre d'une atmosphère. Elle devient dominante. C'est d'ailleurs un vrai problème d'ingénierie dans les micromécanismes. À ces échelles, les pièces mobiles ont tendance à coller entre elles à cause du vide. La première tentative sérieuse de mesure date de 1958. Marcus Sparnay, également chez Philips, monte une expérience avec 2 plaques métalliques et une balance à ressort. Le résultat est frustrant. Il observe bien une attraction compatible avec la prédiction de Casimir, mais avec une incertitude de l'ordre de 100%. Autrement dit, il ne peut pas exclure que la force soit 2 fois plus grande ou nulle. Sparnay est parfaitement lucide et écrit lui-même que ses résultats ne contredisent pas la théorie sans pour autant la confirmer. Les difficultés sont écrasantes. Il faut des surfaces d'une planéité extrême, un parallélisme parfait sur toute la surface, l'absence totale de charge électrostatique résiduelle et une distance connue au nanomètre près. La technologie de 1958 n'y arrive pas. L'expérience va dormir presque 40 ans. En 1997, Steve Lamoureux, alors à l'Université de Washington à Seattle, publie la mesure qui fait référence. Son astuce principale est de renoncer à 2 plaques parallèles. Le parallélisme parfait est le cauchemar de cette expérience. La moindre inclinaison d'un cheveu ruine tout. Lamoureux remplace donc une plaque par une sphère de grands rayons recouverte d'or. Une sphère face à un plan, ça n'a pas besoin d'être aligné. La géométrie est définie par le point de contact le plus proche. Il suspend l'ensemble à un pendule de torsion d'une sensibilité extrême, dans une enceinte à vide, avec un asservissement électronique qui compense les charges parasites. Il balaye des distances entre 6 dixièmes et 6 micromètres. La force mesurée suit la courbe prédite par Casimir, avec un accord de l'ordre de 5%. L'année suivante, Umar Mohideen et Anushri Roy, à l'Université de Californie à Riverside, poussent la précision encore plus loin avec un microscope à force atomique, l'instrument qui permet de sentir des forces à l'échelle de l'atome au bout d'une pointe. Ils descendent l'incertitude autour du pourcent. En 2002, une équipe italienne menée par Giacomo Bressi réussit enfin la configuration originale, 2 surfaces parallèles, en utilisant un résonateur microfabriqué. Depuis, l'effet Casimir a été mesuré dans des dizaines de configurations, avec des matériaux différents, des géométries différentes, à différentes températures. Il est aujourd'hui aussi solidement établi qu'un effet de laboratoire peut l'être. La conclusion est brute. 2 objets neutres, sans charge, sans aimantation, placés dans le vide le plus poussé qu'on sache faire, s'attirent.
Et personne ne conteste ce fait. Maintenant, la nuance qui va rendre l'histoire plus profonde. On présente souvent l'effet Casimir comme la preuve directe de l'existence de l'énergie du vide. Ce n'est pas exact, et la contestation vient de l'intérieur de la discipline. Dès les années 50, Evgeny Lifshitz avait montré qu'on peut dériver exactement la même force en partant des fluctuations de charge à l'intérieur des matériaux des plaques, sans jamais invoquer l'énergie du point zéro de l'espace libre. C'est une force de Van der Waals retardée. En 2005, le théoricien Robert Jaffe a formalisé l'argument. La force de Casimir tend vers zéro quand la charge de l'électron tend vers zéro, ce qui montre qu'elle dépend du couplage entre les plaques et le champ, et pas d'une énergie du vide autonome. Les deux dérivations donnent le même nombre. Et voilà pourquoi ce démenti est plus intéressant que la certitude qu'il déloge. Il ne dit pas que la force n'existe pas, elle est mesurée. Il ne dit pas que les fluctuations du vide n'existent pas, elles sont partout dans le formalisme. Il dit quelque chose de bien plus subtil, qui est le vrai enseignement de tout ce chapitre. La séparation entre ce qui appartient au vide et ce qui appartient à la matière n'est pas une frontière nette. Selon le point de vue mathématique adopté, tu peux attribuer l'effet à l'espace entre les plaques ou aux électrons dans les plaques, et tu obtiendras rigoureusement le même résultat expérimental. Le vide et la matière ne sont pas deux catégories étanches. Ce sont deux descriptions d'un même système de champs. Cette leçon va devenir centrale dans la suite. Il existe pourtant une expérience où le vide produit quelque chose de vraiment tangible, de la lumière. Elle s'appelle l'effet Casimir dynamique. L'idée théorique est ancienne. Si tu déplaces un miroir dans le vide à une vitesse proche de celle de la lumière, tu perturbes les modes du champ si violemment qu'il en sort de vrais photons, détectables. Le problème, c'est qu'aucun miroir physique ne peut être secoué à de telles vitesses. En 2011, une équipe suédoise dirigée par Christopher Wilson a contourné l'obstacle avec une astuce magnifique. Au lieu de bouger un miroir en métal, ils ont modulé à très haute fréquence les propriétés électriques d'un circuit supraconducteur, ce qui revient à faire osciller un miroir effectif à une fraction notable de la vitesse de la lumière. Ils ont détecté les photons. Le vide a produit de la lumière. À l'inverse, soyons clairs sur ce qui n'a pas encore été observé, parce que c'est là que la rigueur se joue. Julian Schwinger a prédit qu'un champ électrique suffisamment intense pourrait arracher de vrais paires électrons-positrons au vide, littéralement fabriquer de la matière avec du champ. La valeur seuil est effrayante, environ 1,3 fois 10 puissance 18 volts par mètre. C'est des millions de fois plus que ce que produisent nos lasers les plus puissants. Cet effet Schwinger n'a jamais été observé directement, malgré des décennies de tentatives et des projets de laser à ultra haute intensité qui s'en approchent lentement. On le classe donc comme une prédiction solide mais non vérifiée. Je préfère te le dire franchement plutôt que de le glisser dans la liste des succès. La différence entre science et récit tient exactement à ce genre de distinction. On monte d'un cran. Jusqu'ici, le vide corrigeait des niveaux d'énergie et poussait des plaques. Maintenant, il va faire quelque chose de bien plus fondamental, donner leur masse aux particules élémentaires. Au début des années 1960, la physique des particules a un problème très embêtant. Les théories les plus prometteuses, celles qui décrivent les forces à partir de symétrie, ont une propriété gênante. Elles n'autorisent pas les particules porteuses de force à avoir une masse. Les équations refusent le terme de masse, ils brisent la symétrie et ruinent la cohérence de la théorie. Or, on sait expérimentalement que les particules qui portent l'interaction faible, responsables de certaines désintégrations radioactives, sont extrêmement lourdes, presque 100 fois la masse du proton. Il y a une contradiction frontale entre la beauté mathématique et la réalité observée. La solution, trouvée en 1964, est l'une des plus élégantes de toute la physique, et elle repose entièrement sur le vide. 3 équipes indépendantes la proposent la même année. Robert Brout et François Engler à Bruxelles, Peter Higgs à Édimbourg, puis Gerald Guralnick, Carl Hagen et Tom Kibble à Londres. L'idée est celle-ci. On garde la symétrie parfaite dans les équations, mais on remarque que l'état de plus basse énergie, autrement dit le vide, n'a aucune obligation de respecter cette symétrie. C'est ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie. Les lois sont symétriques. Leur solution de moindre énergie ne l'est pas. Imagine un crayon parfaitement vertical posé sur sa pointe. Toutes les directions sont équivalentes, mais dès qu'il tombe dans une direction et la symétrie est perdue. Concrètement, on postule un champ supplémentaire qui remplit l'espace.
avec une forme d'énergie potentielle particulière. Au lieu d'avoir son minimum quand le champ vaut 0, elle a son minimum quand le champ vaut une certaine valeur non nulle. On dessine souvent cette énergie comme un chapeau mexicain ou un fond de bouteille de vin. La valeur 0 est en haut de la bosse centrale, instable, et le vrai minimum forme un cercle autour. Le champ tombe donc dans la gouttière et s'y installe. Résultat, partout dans l'univers, dans l'espace le plus vide qui soit, ce champ possède une valeur non nulle, estimée à environ 246 gigaélectronvolts. Les particules qui interagissent avec ce champ omniprésent se comportent comme si elles étaient freinées. Et ce freinage, mathématiquement, est exactement ce que nous appelons une masse. Ce mécanisme est resté une hypothèse théorique pendant 48 ans. Élégant, mais non vérifié. La signature expérimentale attendue était une particule spécifique, l'excitation du champ lui-même, ce que la presse appellera le boson de Higgs. La chercher a nécessité de construire l'instrument le plus complexe jamais assemblé par l'espèce humaine, le grand collisionneur de hadrons du CERN, 27 km de circonférence sous la frontière franco-suisse, des aimants refroidis à moins de 2 degrés au-dessus du zéro absolu, des détecteurs hauts comme des immeubles. Le 4 juillet 2012, les deux collaborations Atlas et CMS annoncent, indépendamment, la découverte d'une nouvelle particule d'environ 125 gigaélectronvolts. Peter Higgs, dans la salle, essuie une larme. Le Nobel arrivera en 2013 pour Englert et Higgs. Robert Brout était mort 2 ans plus tôt. Petit détour d'honnêteté, parce que la formule qu'on entend partout est trompeuse. On dit que le champ de Higgs donne sa masse à la matière. Faux, ou du moins très partiel. Le champ de Higgs donne leur masse aux particules élémentaires, les quarks, les électrons, les bosons porteurs de l'interaction faible. Mais toi, ton corps, tout ce qui t'entoure, c'est essentiellement des protons et des neutrons. Or, si tu additionnes la masse des 3 quarks qui composent un proton, tu obtiens à peine 1% de la masse du proton. Les 99% restants sont de l'énergie pure, l'énergie du champ de gluon qui confine les quarks et l'effet d'un autre condensat qui remplit le vide, le condensat de quarks. Ta masse ne vient presque pas du Higgs, elle vient d'un autre état du vide. En 1974, un jeune théoricien britannique de 32 ans publie dans la revue Nature un article au titre provocateur « Les trous noirs explosent-ils » Stephen Hawking venait de faire un calcul qu'il n'aimait pas et qu'il avait d'abord cherché à réfuter. Il avait appliqué la théorie quantique des champs, non pas dans l'espace plat habituel, mais dans l'espace courbé autour d'un trou noir. Et il avait trouvé quelque chose d'inacceptable selon la relativité générale. Le trou noir rayonne. Il émet un flux thermique, exactement comme un corps chaud. Or, par définition, rien ne sort d'un trou noir. C'est ce qui fait de lui un trou noir. Hawking a vérifié son calcul pendant des mois avant de se rendre à l'évidence. Le rayonnement ne vient pas de l'intérieur. Il vient du vide autour. Tu connais sûrement l'explication populaire. Une paire de particules virtuelles apparaît juste au bord de l'horizon. L'une tombe dedans, l'autre s'échappe et devient réelle. Celle qui tombe emporte une énergie négative, donc le trou noir maigrit. C'est Hawking lui-même qui a popularisé cette image dans son livre grand public, et il a précisé à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une image heuristique, pas de la dérivation. Le problème, c'est qu'elle est trompeuse sur plusieurs points essentiels. Elle suggère que le rayonnement naît exactement à l'horizon, alors que le calcul montre qu'il est produit dans une région étendue autour du trou noir. Elle donne aux particules virtuelles un statut d'objet, ce qu'elles n'ont pas. Et surtout, elle rate complètement ce que le calcul dit vraiment, qui est infiniment plus beau. Voici le vrai mécanisme, aussi simplement que possible. En théorie quantique des champs, pour dire combien il y a de particules dans un état, il faut d'abord décomposer le champ en mode de vibration. Et cette décomposition dépend du système de coordonnées, donc de l'observateur. Dans l'espace plat sans gravité, tous les observateurs inertiels se mettent d'accord. Ils découpent le champ de la même façon et comptent le même nombre de particules. Autour d'un trou noir, cet accord s'effondre. Un observateur situé très loin dans le passé et un observateur situé très loin dans le futur ne découpent pas le champ de la même manière, parce que la géométrie de l'espace-temps a changé entre les deux. Résultat, l'état qui est le vide pour le premier n'est plus le vide pour le second. Il contient des particules. Relis cette phrase, parce qu'elle est le cœur de tout ce chapitre. Le vide de l'un est peuplé pour l'autre. Il n'existe pas de définition absolue du mot particule.
Il existe une définition relative à un observateur et à une géométrie. Les particules détectées au loin ne sont donc pas arrachées à l'horizon comme des poissons dans un filet. Elles sont ce que devient l'état du vide quand on le lit dans les coordonnées d'un observateur lointain, après que le trou noir s'est formé. Le trou noir ne fabrique pas de la matière. Il modifie la géométrie, et la géométrie redéfinit ce que veut dire ne rien contenir. Le rayonnement de Hawking n'est pas une fuite. C'est un désaccord de comptabilité entre deux façons de découper le néant, et ce désaccord transporte de l'énergie. Les nombres maintenant, et ils sont d'une cruauté délicieuse. La température de ce rayonnement est inversement proportionnelle à la masse du trou noir. Plus il est gros, plus il est froid. Pour un trou noir d'une masse solaire, la température vaut environ 60 nanokelvins, 60 milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. C'est infiniment plus froid que le rayonnement fossile qui baigne l'univers, à environ 2,7 Kelvin. Conséquence directe. Dans l'univers actuel, tous les trous noirs stellaires absorbent bien plus d'énergie qu'ils n'en émettent. Ils grossissent, ils ne s'évaporent pas. Il faudra attendre que l'expansion ait refroidi le fond cosmique en dessous de leur propre température, dans une centaine de milliards d'années au moins, pour que le processus s'inverse. Le vide est patient, et quand l'évaporation commencera enfin, elle sera d'une lenteur qui rend le mot éternité presque insuffisant. Un trou noir d'une masse solaire mettrait de l'ordre de 10 puissance 67 ans à disparaître. L'univers a environ 13,8 milliards d'années, soit 10 puissance 10. On parle d'une durée 57 ordres de grandeur, plus longue que tout ce qui s'est écoulé depuis le Big Bang. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, eux, tiendront jusqu'à 10 puissance 100 ans. Mais le processus s'accélère à mesure que la masse diminue. Plus le trou noir maigrit, plus il chauffe, plus il rayonne vite. La toute fin est une explosion, après quoi il ne reste plus rien, sauf peut-être une question qui empoisonne la physique théorique depuis 50 ans. Cette question, c'est le paradoxe de l'information. Le rayonnement de Hawking, tel qu'il est calculé, est purement thermique. Il ne dépend que de la masse, de la charge et du moment cinétique du trou noir. Il ne garde aucune trace de ce qui est tombé dedans. Or, la mécanique quantique repose sur un principe fondamental. L'information ne se perd jamais. L'évolution d'un système est réversible en principe. Si un trou noir avale une bibliothèque puis s'évapore en rayonnement sans mémoire, l'information a disparu de l'univers, et l'un des piliers de la physique s'écroule. Le débat dure depuis 1976. Il a produit des idées majeures, du principe holographique aux travaux récents sur les surfaces quantiques extrémales, mais il n'est pas tranché de façon consensuelle. Je te le signale comme problème ouvert, pas comme acquis. 2 ans après Hawking, en 1976, William Unruh pousse l'idée à sa conclusion la plus dérangeante, en s'appuyant sur des travaux antérieurs de Stephen Fooling et Paul Davies. Il montre qu'on n'a même pas besoin d'un trou noir. Il suffit d'accélérer. Un observateur qui accélère uniformément dans l'espace vide, sans aucune masse à proximité, sans aucun horizon d'événements gravitationnels, détecte quand même un bain thermique. Son thermomètre monte. Pendant que, juste à côté, un observateur qui flotte librement dans le même espace ne détecte absolument rien et mesure un vide parfait. La raison est la même que pour Hawking. L'observateur accéléré possède son propre horizon, une région dont la lumière ne le rattrapera jamais, et cet horizon redécoupe le champ. Même état physique, 2 lectures incompatibles. Est-ce qu'on l'a mesuré? Non, et il faut le dire clairement. La température d'Unruh est ridiculement faible. Pour atteindre un misérable Kelvin, il faudrait une accélération d'environ 2,5 fois 10 puissance 20 mètres par seconde carrée. C'est 25 000 milliards de fois l'accélération de la pesanteur terrestre. Aucun dispositif humain n'en approche, même de très loin. On a proposé de chercher des signatures indirectes, par exemple dans la dépolarisation des électrons circulant dans les accélérateurs. Mais l'interprétation de ces effets reste débattue. On a aussi réalisé des systèmes analogues, dans des condensats de Bose-Einstein ou des circuits supraconducteurs, qui reproduisent la mathématique dans un autre substrat. Ce sont des indices sérieux, pas une confirmation directe. L'effet Unruh reste une prédiction théorique très solide, non observée. Mais mesuré ou pas, le message théorique est déjà là, et il achève de démolir l'idée intuitive de départ. Souviens-toi de la question que je t'ai posée au début. Si on retire tout d'une région de l'espace, qu'est-ce qui reste?
Nous avons maintenant une réponse partielle et déstabilisante. Ce qui reste dépend de qui pose la question. Le nombre de particules dans une région n'est pas une propriété objective de cette région, comme le serait sa température ou son volume. C'est une propriété conjointe de la région et de l'observateur qui la sonde. Le vide n'est pas un lieu, le vide est une relation. Et si le concept même de particules vacille selon ton état de mouvement, alors la matière n'est pas ce que nous croyons non plus. Faisons le point avant de changer d'échelle une dernière fois. Nous savons que le vide tremble, que ce tremblement décale les niveaux d'énergie des atomes, qu'il pousse des plaques, qu'il façonne la valeur des constantes fondamentales, qu'il donne leur masse aux particules élémentaires, et qu'il dépend de l'observateur. Tout cela concerne le microscopique et le local. Maintenant, on va voir le vide agir à la plus grande échelle qui existe, celle de l'univers entier. Et là, il ne va pas corriger des détails à la 12e décimale. Il va décider de la forme du cosmos, de son expansion, de l'existence même des galaxies. 2 épisodes, le premier au tout début, dans la première fraction de seconde, et le second maintenant, sous nos yeux. L'épisode fondateur s'appelle « L'inflation cosmique », proposé par Alan Guth en 1980, puis reformulé par Andrei Linde, Andreas Albrecht et Paul Steinhardt. Elle répond à des problèmes très concrets du modèle du Big Bang. Pourquoi le rayonnement fossile a-t-il presque exactement la même température dans 2 directions opposées du ciel, alors que ces régions n'ont jamais pu communiquer? Pourquoi la géométrie de l'univers est-elle si plate, à un cheveu près? La réponse proposée est brutale. Dans les tout premiers instants, entre 10 puissance moins 36 et 10 puissance moins 32 secondes, l'univers a subi une expansion exponentielle qui l'a agrandi d'un facteur astronomique. Ce qui était microscopique et homogène est devenu la totalité de ce que nous observons aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu provoquer une expansion pareille? Une forme d'énergie très particulière, l'énergie d'un vide. Dans les modèles d'inflation, un champ appelé inflaton se trouve piégé, temporairement, dans un état de haute énergie qui n'est pas son vrai minimum. On parle de faux vide. Et un état de ce type possède une propriété que la matière ordinaire n'a jamais, une pression négative. En relativité générale, la gravité ne répond pas seulement à la densité d'énergie, mais aussi à la pression. Une pression négative, suffisamment forte, inverse le signe de la gravité. Au lieu d'attirer, elle repousse. Le faux vide se comporte donc comme un moteur antigravitationnel qui gonfle l'espace de façon exponentielle. Puis le champ finit par basculer vers son vrai minimum. L'énergie stockée se convertit en particules et en rayonnement, et l'univers chaud commence. Et voici la conséquence qui me sidère à chaque fois. Pendant cette expansion démente, les fluctuations quantiques du champ, ces tremblements microscopiques dont on parle depuis le début, ont été étirés. Une fluctuation de taille subatomique s'est retrouvée agrandie jusqu'à des échelles astronomiques, gelée par l'expansion, incapable de se refermer. Elle est devenue une variation de densité dans l'univers primordial, une zone très légèrement plus dense que ses voisines. Puis, la gravité a fait son travail pendant des centaines de millions d'années, attirant plus de matière vers ces zones un peu plus riches. Et ces surdensités sont devenues les premières étoiles, les premières galaxies, les amas. Chaque structure visible dans le ciel descend d'un tremblement du néant, agrandie et figée, y compris la Voie lactée, y compris le Soleil, y compris toi. Ce n'est pas de la poésie, c'est une prédiction testée. L'inflation prévoit un motif statistique très particulier pour ces fluctuations. Presque la même amplitude à toutes les échelles, mais pas exactement la même, avec une très légère inclinaison. Le satellite COBE a détecté les premières anisotropies du rayonnement fossile en 1992, à raison d'environ une partie sur 100 000. WMAP puis Planck les ont cartographiés avec une finesse extraordinaire. Le résultat de Planck donne un indice spectral d'environ 0,965, légèrement inférieur à 1, exactement dans la fourchette prédite. Cela dit, restons rigoureux. L'inflation est un cadre général qui contient des centaines de modèles concurrents, pas une théorie unique. Et sa signature la plus spectaculaire, les ondes gravitationnelles primordiales, n'a toujours pas été détectée. Le cadre est solide, la version précise ne l'est pas. Deuxième épisode, maintenant. En 1998, 2 équipes rivales, l'une menée par Saul Perlmutter, l'autre par Brian Schmidt et Adam Riess, utilisent un type particulier d'étoile qui explose,
les supernovae de type 1A, comme chandelle standard pour mesurer les distances cosmiques. Elle cherche à quantifier le ralentissement de l'expansion, parce que tout le monde s'attend à ce que la gravité freine progressivement. Elle trouve l'inverse. Les supernovae lointaines sont plus faibles que prévu, donc plus loin que prévu. Donc, l'expansion accélère. Les deux équipes, qui se surveillaient mutuellement, obtiennent le même résultat, ce qui est le meilleur contrôle possible. Le prix Nobel viendra en 2011. Quelque chose écarte les galaxies avec une force croissante, et on ne sait pas ce que c'est. Faute de mieux, on l'appelle l'énergie sombre. Cette énergie sombre représente environ 69% du contenu énergétique total de l'univers. La matière ordinaire, celle dont sont faites les étoiles, les planètes et nous, en représente moins de 5%. Et le candidat le plus simple pour l'expliquer, celui qui colle le mieux à toutes les données, c'est une constante cosmologique, une densité d'énergie strictement uniforme, identique partout, constante dans le temps, avec une pression négative égale à moins sa densité d'énergie. Or, c'est exactement la signature d'une énergie du vide. Les observations donnent un rapport pression sur densité d'environ -1, à quelques pourcents près. Les relevés les plus récents, notamment ceux de l'instrument spectroscopique DESI, suggèrent une possible évolution dans le temps, mais ce résultat est encore débattu et n'est pas établi. Prends-le comme une piste, pas comme un fait. Nous y voilà. Le point que je t'ai promis dès la première minute. Rassemble les deux morceaux qui sont maintenant sur la table. D'un côté, la théorie quantique des champs, qui affirme que le vide possède une densité d'énergie et qui a fait ses preuves jusqu'à la 12e décimale. De l'autre, la cosmologie observationnelle, qui mesure une densité d'énergie du vide en regardant l'expansion de l'univers. Deux façons totalement indépendantes d'accéder à la même grandeur physique. C'est le rêve de tout scientifique, une prédiction théorique et une mesure sur le même nombre obtenue par des chemins qui n'ont rien à voir. Il n'y a plus qu'à comparer. Et je vais te demander de te préparer, parce que ce qui suit n'a pas d'équivalent dans toute l'histoire des sciences. Faisons le calcul théorique. On additionne l'énergie du point zéro de tous les modes, de tous les champs. On sait que la somme diverge si on va jusqu'à l'infini, donc on la coupe quelque part, à l'énergie au-delà de laquelle on estime que notre théorie cesse d'être valable. Le choix naturel, celui que tout physicien ferait spontanément, c'est l'échelle de Planck, l'échelle à laquelle les effets quantiques de la gravité deviennent inévitables, environ 10 puissance moins 35 mètres. En dessous, on ne sait plus ce qu'est l'espace. Avec cette coupure, la densité d'énergie du vide sort à peu près à 10 puissance 113 joules par mètre cube. Un nombre absurde, cela reviendrait à concentrer, dans le volume d'un dé à coudre, davantage d'énergie que n'en contient tout l'univers observable. Passons à la mesure. On observe le taux d'accélération de l'expansion, on en déduit la densité d'énergie de la constante cosmologique. Le résultat est d'environ 10 puissance moins 9 joules par mètre cube, à peu près l'équivalent énergétique de quelques atomes d'hydrogène par mètre cube d'espace. Une brise. Maintenant, compare. 10 puissance 113 d'un côté, 10 puissance moins 9 de l'autre. L'écart est de 122 ordres de grandeur. On arrondit généralement à 120, parce qu'à ce stade, 2 ordres de grandeur de plus ou de moins ne changent strictement rien à l'ampleur du désastre. 1, suivi de 120 zéros. La théorie la plus précise jamais construite par l'espèce humaine se trompe d'un facteur 10 puissance 120 sur cette prédiction précise. Essayons de sentir ce nombre, parce que notre cerveau n'est pas construit pour ça. Le nombre d'atomes dans tout l'univers observable est d'environ 10 puissance 80. Le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre tourne autour de 10 puissance 20. Le nombre de secondes écoulées depuis le Big Bang est d'environ 10 puissance 17. 120 ordres de grandeur, c'est plus que le nombre d'atomes de l'univers multiplié par 1000 milliards de milliards de milliards de milliards. Une erreur d'un facteur 2, en science, ça se discute. Un facteur 1000, ça vexe. Un facteur 10 puissance 10, on parle d'échec. Il n'existe aucun mot dans le vocabulaire scientifique pour un facteur 10 puissance 120. On l'appelle simplement la catastrophe du vide, et c'est le pire désaccord entre théorie et expérience jamais enregistré. Première question évidente. Pourquoi ce désastre ne se voit-il nulle part ailleurs? Pourquoi l'électrodynamique quantique donne-t-elle 12 décimales correctes alors qu'elle contient ce monstre? La réponse, tu la connais déjà, on l'a posée bien avant. Toute la physique non gravitationnelle ne s'intéresse qu'aux différences d'énergie. Le fond, aussi énorme soit-il,
se soustrait et disparaît. Aucune expérience de laboratoire ne peut le voir. Sauf que la gravité, elle, ne fonctionne pas comme ça. En relativité générale, ce n'est pas la différence d'énergie qui courbe l'espace-temps, c'est la valeur absolue de la densité d'énergie et de la pression. La gravité est le seul témoin de l'univers qui refuse de fermer les yeux sur le fond. Et son témoignage contredit notre calcul de 120 ordres de grandeur. Deuxième question. Qu'ont proposé les théoriciens? La piste la plus séduisante s'appelle la supersymétrie. Dans les calculs, les particules de matière et les particules de force contribuent à l'énergie du vide avec des signes opposés. Si chaque particule connue possédait un partenaire supersymétrique, toutes les contributions s'annuleraient exactement, et l'énergie du vide serait rigoureusement nulle. C'est mathématiquement magnifique. Deux problèmes. D'abord, cette symétrie serait forcément brisée dans notre monde, sinon on aurait déjà observé les partenaires. Et une fois brisée, à l'échelle du téraélectronvolt, l'annulation devient imparfaite et il reste encore une énergie du vide, environ 60 ordres de grandeur trop grande. On divise le problème par deux, on ne le résout pas. Ensuite, le grand collisionneur du CERN n'a trouvé aucun partenaire supersymétrique. Aucun. L'autre grande piste est philosophiquement inconfortable et fait grincer beaucoup de dents. En 1987, Steven Weinberg remarque que si la constante cosmologique était nettement plus grande, l'expansion aurait écarté la matière trop vite pour que des galaxies puissent se former, donc pour que des étoiles, des planètes et des observateurs existent. Il en déduit une borne supérieure, et cette borne n'est pas très loin de la valeur observée. Combinée avec l'idée d'un paysage de vide multiple issu de la théorie des cordes, où chaque région de l'univers aurait sa propre valeur, cette borne devient un argument de sélection. Nous mesurons une petite constante parce que seules les régions à petite constante contiennent quelqu'un pour la mesurer. C'est cohérent, c'est prédictif au sens statistique, et c'est très contesté parce que difficilement falsifiable. D'autres approches existent, et elles méritent d'être citées honnêtement. La gravité unimodulaire, où seule la partie sans trace des équations compte, ce qui rend la gravité insensible au fond d'énergie du vide. Les mécanismes dits de séquestration, qui empêchent l'énergie du vide de se coupler à la géométrie. Les modèles où l'énergie sombre n'est pas une constante mais un champ dynamique. Et l'objection méthodologique de certains théoriciens, qui font remarquer que le calcul naïf avec coupure n'est même pas invariant sous les transformations de la relativité restreinte, et donc que le fameux 10 puissance 113 n'est pas une prédiction propre. Ils ont un point. Mais la version rigoureuse du problème survit à cette critique. La question demeure, pourquoi cette énergie est si petite sans être nulle? En 1989, Weinberg a écrit l'article de référence sur le sujet. Il n'est toujours pas résolu. Alors revenons à notre boîte. Celle du début, celle qu'on a vidée de tout, molécule par molécule, photon par photon. Nous savons maintenant ce qu'il reste dedans. Il reste des champs qui ne peuvent pas se taire. Il reste une structure de corrélation qui déplace les niveaux d'énergie des atomes et pousse des plaques de métal. Il reste un champ de Higgs qui donne leur masse aux particules et un condensat de quarks qui fournit l'essentiel de la tienne. Il reste une définition du mot particule qui change selon ton mouvement. Il reste l'écho agrandi des fluctuations qui ont enfanté les galaxies. Et il reste une densité d'énergie que la meilleure théorie de l'humanité se trompe de 120 ordres de grandeur en essayant de calculer. Le néant est l'endroit le plus mal compris de l'univers. Et j'aime que l'histoire se termine ainsi. Pas sur un triomphe, mais sur un trou dont on connaît les dimensions exactes. Parce que c'est précisément ce que la science a de plus honnête, la capacité de mesurer avec précision l'étendue de sa propre ignorance. Aristote croyait que le vide était impossible. Torricelli l'a fabriqué. Le 19e siècle l'a rempli d'un éther qui n'existait pas. Einstein l'a vidé. Et le 20e siècle a découvert que ce vide enfin pur était l'objet le plus actif et le plus déroutant du cosmos. À chaque étape, nous avions raison sur les détails et tort sur l'essentiel. Il n'y a aucune raison de croire que nous ayons cessé. Quelque part, en ce moment même, la réponse à la catastrophe du vide attend quelqu'un qui posera la question autrement. Alors dis-moi en commentaire dans quel camp tu es. Penses-tu que la catastrophe du vide sera résolue par une physique nouvelle que nous n'avons pas encore inventée? Ou penses-tu que la valeur de cette énergie est simplement un accident de notre région de l'univers, sans explication plus profonde? Je lis toutes les réponses, et celles-ci divisent les physiciens eux-mêmes.
Si tu es arrivé jusqu'ici, tu en sais désormais plus sur le vide quantique que la quasi-totalité des gens. Abonne-toi à l'Observateur quantique pour le prochain voyage. On y descendra encore plus profond. Et si tu veux enchaîner tout de suite, la vidéo qui t'attend juste là prolonge exactement cette question. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve à l'intérieur.